Jean-Pierre Bemba accuse, Constant Mutomba récuse, Jacques Kiaboula dénonce. Mesdames et messieurs, l'actualité fait sensation en République démocratique du Congo, de partout où vous nous captez à travers le monde. C'est votre tribune d'interaction républicaine Actualité croisée qu'on a toujours l'insigne honneur, le privilège, le plaisir en même temps de vous le présenter. Vous nous captez de partout à travers le monde dans ces programmes d'interaction avec un politique congolais. Aujourd'hui, c'est le tour de Manix Iinda, une figure emblématique de la scène politique congolaise, mieux connue dans le public. Il a tendance à faire la lecture de l'actualité politique en République démocratique du Congo de ces dernières heures. Monsieur Manix Iinda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci, Monsieur Guy Bochard. Bien portant? Ouais, on, on s'accroche, c'est pas facile. Le pays est en pleine fièvre. On est dans une crise non justifiée, l'agression rwandaise contre le Congo. Et donc, nous sommes dans une posture résiliente et des résistances en tant que citoyens, première victime de cette barbarie rwandaise. Et donc, on est dans cette fièvre-là. Je l'ai dit à mon introduction, Jean-Pierre Bemba accuse, Constant Mutomba récuse le magistrat, Jacques Kiaboula, conférence de gouverneurs, dénonce. Face à ces paysages politiques actuels en République démocratique du Congo, vous allez peindre quel tableau? Les tableaux est sombre parce que dans tous les cas de figure, le peuple congolais ne se retrouve pas. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas l'intérêt majeur du peuple congolais qui est mis en exergue. Si vous regardez même la Constitution qui présente la tridimensionnalité en termes des devises, justice, paix et travail, permettons-nous de faire ne serait-ce qu'un petit bilan de la justice, on va se rendre compte qu'il y a des sérieux problèmes. La paix, il n'y a pas la paix parce que l'agression rwandaise est manifeste. Aujourd'hui, l'ennemi s'installe sur le territoire congolais. Le travail, il n'y a pas de travail parce que le jeune Congolais ne trouve pas de travail, l'économie congolaise, elle est déficitaire, il n'y a pas de politique claire dans le sens de privilégier l'emploi de jeunes Congolais. Et donc, en somme, le pays est dans une situation d'impasse. Il faudrait que les acteurs politiques essayent de prendre conscience pour aborder les questions les plus essentielles au lieu de s'attacher aux accessoires de nature politique. Qu'est-ce que vous qualifiez comme accessoire? Accusation, quand on accuse un ex-président de ne pas être de la nationalité congolaise. Je parle du cas de Jean-Pierre Bemba qui est sorti de sa réserve lors d'une émission dans une radio périphérique de la place. Il a parlé, il a pointé du doigt le président, l'ancien président Joseph Kabila, d'avoir mis toute une machine en marche, lui, Moïse Katumbi et quelques membres des évêques catholiques, pour en finir avec le président de la République. Comment vous trouvez ces accusations dans un pays qui s'est vu uni, qui prône l'unité nationale et aussi la concorde? Moi, je considère ce sujet comme un sujet d'accessoire du moment où ça n'intéresse pas la vie du peuple. Encore que ces genres d'accusations prennent la forme d'une pollution sonore, d'un bruit de la cymbale qui va certainement se terminer par un silence absolu, d'un pétard mouillé qui, en réalité, se réalise juste pour effrayer certains esprits mineurs. Certains pensent que c'est déjà entendu, c'est déjà dit. Mais effectivement, c'est déjà entendu. Voilà pourquoi je l'ai considéré comme accessoire. Parce que moi, j'estime que ça ne vaut vraiment pas la peine d'accuser quelqu'un de Rwandais alors que vous aviez été vice-président de la République sous l'égide d'un président de la République rwandais. Vous savez, aujourd'hui, entre vous et moi, personne... Vous n'avez pas eu le courage de dénoncer. Vous n'avez jamais eu le courage de dénoncer. Et c'est ça même la complaisance qui caractérise l'auteur même de ce genre de discours. Vous et moi, M. Guy Bochard, nous n'avions jamais signé un quelconque accord avec M. Joseph Kabila, mais Bemba l'a fait. Il l'a fait avec un Rwandais. Joseph Kabila a été président de la République pendant 18 ans. C'est-à-dire nous avions laissé un Rwandais diriger notre pays pendant 18 ans. En complicité avec les Congolais. Enfin, aujourd'hui, on parle d'un sénateur à vie. Alors, si vous voulez, assumons nos responsabilités et tirons ensemble les conséquences.
commencer par rayer le nom de Joseph Kabila dans la liste des sénateurs pour qu'il n'ait pas droit aux émoluments qu'on accorde aux sénateurs et à tout le privilège qu'on a accordé à tout ancien président de la République élu tel que prévu dans la loi portant statut des anciens présidents de la République. Cela serait une manière, effectivement, de récupérer ne serait-ce que l'argent du peuple que l'on oriente à un sujet totalement rwandais. Ces débats-là, moi je le considère comme un débat des bas étages, un débat qui ne concerne pas l'attention et la sensibilité du peuple. Dans la même liste, on parle de Katumbi. On dit, mais ça, c'est un débat de la campagne électorale. C'est un débat où Jean-Pierre Bemba est sorti de sa réserve pour montrer même le passeport, que Katumbi n'était pas congolais. Mais pourquoi on doit rentrer dans ces accusations? Aussi longtemps le pays va évoluer, on est en train de nous battre jour et nuit pour que la guerre cesse à l'est du pays. Qu'est-ce que Katumbi vient chercher dans tout ça? C'est même ça, ces sujets des désolations. Vous savez, les petits hommes parlent des individus. Les grands hommes parlent des idées, des projets, des développements pour le peuple congolais. J'aurais bien voulu que le débat, les accrochages, les escalades et collisions verbales entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila, autant pour Moïse Katumbi, s'effacent du point de vue des questions de gouvernance. Qu'est-ce que je reproche dans la gouvernance de Joseph Kabila pendant qu'il a géré le pays en 18 ans de règne, dans tous les secteurs de la vie nationale. Et Bemba, en tant que quelqu'un qui reproche et qui vient avec des critiques actives, il n'a qu'à proposer une autre recette, son offre politique de qualité pour gagner la confiance du peuple. Aujourd'hui, je pense qu'à un certain moment, Bemba doit ne serait-ce que respecter le mandat que le peuple lui a confié, la responsabilité publique qu'il porte au sein du gouvernement. N'est-ce pas là une manière d'aider le chef de l'État aussi, hein, parce que peut-être le chef a besoin d'entendre tout ça. Non, mais le chef n'a pas besoin des accessoires, le chef a besoin du principal. Le principal, c'est la vie du peuple. Le principal, c'est le fait de donner aux Congolais une justice équitable, une justice pour tous et par tous. L'essentiel pour le peuple, c'est de donner au peuple congolais les routes, des infrastructures, les industries, booster l'économie de notre pays, créer un équilibre en termes des balances commerciales pour réduire sensiblement le taux d'exportation, enfin les taux d'importation de biens afin d'exporter le bien tout en ayant une forte capacité de productivité économique nationale. Le plus important, c'est cela, et non les débats, des querelles qui s'apparentent à un débat des femmes. Un débat de femmes, un débat de ventre, un débat de querelle. Ce n'est pas l'opinion qui est en train... On est en train de proposer à l'opinion publique ce qu'il ne veut pas entendre. Aujourd'hui, nous étions dans le débat sur la Constitution, ça a évolué. On a parlé énormément de la guerre, on est agressé, le Rwanda, on a évolué. Mais aujourd'hui, la guerre devient en interne. On voit même le président Jean-Pierre Bemba du MLC pointer du doigt certains évêques catholiques. Ben, vous savez, ce qui est qui sont à la manœuvre de vouloir concilier les vues pour qu'il y ait un apaisement de la situation sur en RDC. Qu'à cela ne tienne, mais moi je me pose beaucoup de questions par rapport aux approches et la démarche du président de la République. Il n'y a pas eu quelques jours passés, M. Martin Fayoulou, un opposant de taille, qui a tendu la main au président de la République pour un échange fructueux, pour un échange républicain. Et à l'issue de leur échange, M. Martin Fayoulou a abordé également la question des prélats des églises, l'Église catholique et l'Église ECC, perçus comme médiateurs dans un contexte de conflit politique interne. Mais après le récent déclaration de Bemba... Quelques jours après, Jean-Pierre Bemba vient maintenant comme un pyromane. Maintenant, moi je me pose la question, qui a mandaté Jean-Pierre Bemba à faire ce genre de communication? Si c'est le président de la République, en réalité, le président veut d'une chose et son contraire. Parce que du moment où nous avons besoin de la paix, du moment où nous avons besoin de la tranquillité, de la cohésion nationale, renforcer notre unité, concorde et fraternité nationale, nous aurons besoin d'une médiation. Et l'Église, aujourd'hui, se positionne dans une, permettez-moi la tautologie, dans une position de neutralité pour départager les esprits politiques. Alors, et aujourd'hui, avec les accusations aussi graves, je ne pense pas que les prélats de l'Église reviendraient vers le président de la République pour discuter pays,
Parce qu'on accuse le prélat de l'Église catholique d'avoir tenté d'éliminer la vie du président de la République. Ça, c'est quand même une déclaration très grave. Et puis, en deuxième lieu, si Jean-Pierre Bemba tient ce genre de discours parce qu'il garde une promesse du président de la République pour le besoin du Dauphinat après les élections de 2018, eh ben, je pense que Jean-Pierre Bemba a tout le temps de préparer le terrain, de tailler son profil en tant qu'acteur politique et de présenter une offre politique de qualité avant de solliciter le suffrage du peuple. Au lieu de faire de sa campagne ou sa pré-campagne électorale le nom de Joseph Kabila avec les discours le plus désobligeants possible et même les discours qui désacralisent la fonction prestigieuse de prélat de l'Église catholique qui ont toujours joué un rôle aussi important depuis la conférence nationale souveraine. Et donc, je pense que la posture de Jean-Pierre Bemba n'est pas une posture recommandée. Jean-Pierre Bemba doit se ressaisir, il doit avoir le deux pieds sur terre, il doit réellement aider les présidents de la République à obtenir le plus grand résultat attendu, parmi lesquels la paix, le développement socio-économique de la RDC. Ce sont là de choses que nous avons besoin et non le querelle inutile. Il serait qualifié comme un fauteur de trouble alors? Un pyromane, c'est mieux. Un pyromane, c'est mieux. Ouais. Jean-Pierre Bemba, il est sorti de sa réserve. Il a nommément parlé de Joseph Kabila. Je rentre sur les dossiers. Et vous êtes revenu pour dire que Jean-Pierre Bemba travaillait avec Joseph Kabila. Est-ce que c'était des bonnes forces? C'était par contrainte? Non, mais en fait, c'est cela. Vous savez, les politiques congolais n'ont plus de valeur. Les politiques congolais abordent les questions d'État sans vergogne. Ils n'avaient pas de choix. Hein. Non, mais quand un homme n'a plus de choix, il cesse d'être un homme. L'homme se caractérise par la qualité de ce choix. Vous devez choisir. Et même le fait de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Ouais. Et donc, Jean-Pierre Bemba est en train de dire à la nation congolaise que j'ai eu à être vice-président d'un Rwandais, j'ai laissé un Rwandais à la tête du pays diriger la RDC pendant 18 ans, j'ai permis à un Rwandais d'être sénateur à vie, et aujourd'hui, c'est le moment de dénoncer ce Rwandais pour que ce Rwandais parte. Je crois que ces discours-là, le peuple le regarde avec un œil beaucoup plus sérieux, et le peuple n'est plus dupe pour gober du n'importe quoi. Alors, pour ne pas gober de n'importe quoi, le peuple, c'est lui qui est victimisé. Hein. Le peuple qui nous regarde est victimisé par des déclarations pompées qui seront peut-être relais à longueur de journée, à longueur durant de mois. Et la population va consommer des choses qu'il n'aimerait pas entendre aujourd'hui. Si peut-être je peux faire une parenthèse, qu'est-ce qui préoccupe la population congolaise actuellement, au-delà de la guerre? Le social, la justice, l'éducation, l'environnement, le route, le travail, l'emploi. Ils n'ont pas eu ça? Non, mais écoutez... Même un pourcentage près. Enfin, je crois qu'au-delà d'un chapelet des bonnes intentions que nous pouvons étaler en tant qu'acteurs politiques qui, à tout bout de champ, vient présenter un discours politique dans le sens de défendre son camp, mais la réalité reste la chose la plus évidente. Et devant les évidences, on ne discute pas. La réalité, c'est que le Congo a fait des grands pas de regret, de grands pas de recul en ce qui concerne les développements. Regardez le Sénégal aujourd'hui, Côte d'Ivoire, le Mali, tous les autres pays, le Rwanda même, le Burundi, voire même le Congo d'en face. Le Congo d'en face, oui. C'est quand même très déplorable. Pour ne pas parler de pays maghrébins. Mais voilà, c'est quand même très déplorable d'avoir un pays qui n'a pas un plan stratégique de développement établi à l'échelon, à l'horizon 2050. C'est quand même décevant d'avoir un pays qui demeure pauvre, mais dont les acteurs détournent de millions et des millions de dollars. C'est quand même... voilà, c'est un sujet qui doit nous amener à une posture des responsabilités et des consciences parce qu'il s'agit de la vie du peuple que nous sommes en train de sacrifier.
Nous sommes en train de sacrifier, ils sont en train de sacrifier la vie de tout un peuple. Vous avez parlé des détournements aujourd'hui. Le dossier détournement touche même ceux qui luttent contre le détournement. Vous avez vu ces marathons judiciaires qui inculpent aujourd'hui le ministre de la Justice, Constant Moutamba, auprès du procureur, près la Cour de cassation, M. Firmin Vondé. Nous sommes présentement dans une série de marathons judiciaires qui ne dit pas son nom. Alors on s'est dit, mais où allons-nous nous arrêter? Parce qu'aujourd'hui, la dernière information que nous avons reçue, Constant Moutamba a récusé le magistrat. Non mais c'est des pleins droits. C'est de son droit de récuser les magistrats. Il a peur de quoi? Il a peur de quoi? Non mais Moutamba n'a pas peur de rien. Il n'y a pas un ministre plus courageux que Moutamba dans ce gouvernement. Vous l'affirmez. Il n'y a pas un ministre qui fait l'objet d'une abnégation légendaire comme Constant Moutamba. Il n'y a pas un ministre qui a bravé l'hégémonie de l'ennemi, qui a bravé la rébellion de Corneille Nangaa et les mauvais jeux de Joseph Kabila comme Constant Moutamba. Il n'y a pas un ministre qui a dit au président de la République les véritables problèmes qui touchent les secteurs de la justice comme Constant Moutamba. Il n'y a pas un ministre qui s'est permis, je parle de ministre de la Justice, à dénoncer le mauvaises pratiques de magistrats congolais comme Constant Moutamba. Il n'y a pas un ministre qui a apporté autant de réformes comme Constant Moutamba. Et donc parler de la peur... Mais peut-être la méthodologie était mauvaise. La méthodologie était mauvaise. Elle a dit, il a fait des choses que les autres n'ont pas fait, mais dans quelle méthode il l'a fait? Aujourd'hui, il en paye le prix. Nous n'avons que deux ordres qui régissent le monde et même le rapport entre les humains. L'ordre du bien et l'ordre du mal. Entre le bien et le mal, vous n'avez pas intérêt à être neutre. Il faut prendre position contre le mal. Si Jésus-Christ était aujourd'hui avec nous, on allait le traiter des populistes. On allait le traiter d'un homme extrêmement courageux. Mais c'est ce qu'on lui reproche, hein, populisme. Non, mais justement, mais le populisme, en fait, le mal, c'est que le Congo aujourd'hui, on transforme certaines qualités à des défauts, certains compliments. Est-ce qu'on vient au sein d'un gouvernement, que vous êtes une équipe gouvernementale, toi tu viens faire le populisme. Je ne sais pas si l'appréhension de Moutamba est logique. Le populisme n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi on l'accuse autant de ça? Lorsqu'on parle du populisme, c'est parce qu'il s'agit du peuple. C'est parce que le peuple est touché. Le peuple est intéressé au premier degré. C'est même ça le populisme. Perçu comme un courant mené par des politiques qui visent d'abord la vie du peuple. Le peuple d'abord, ce n'est qu'un compartiment du populisme. Lorsqu'on s'intéresse à la vie du peuple, c'est même ça le populisme. Et donc vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui s'intéresse à la vie du peuple. Vous avez vu comment est-ce qu'on a arrêté de manière cavalière et irrégulière, et je dirais même inhumaine, de manière exécrable, certains Congolais dans la prison de Makala. Quelqu'un qui a été arrêté, condamné, enfin, je ne dirais même pas condamné parce qu'il n'y a jamais procès. Il a été arrêté pendant plus de 20 ans, pendant plus de 25 ans, pendant plus de 15 ans, pendant plus de 10 ans, sans procès. Quid alors de l'article 16 qui consacre le principe de la sacralité de la vie humaine? Et les magistrats sont contre ça, que les gens soient détenus de manière légale? Non, mais qui détiennent de manière illégale ces Congolais-là si ce n'est pas le magistrat? Et Constant Moutamba vient, il dit non, il faut que ça s'arrête. Nous devons tracer une nouvelle trajectoire dans ces secteurs de la justice. Chaque Congolais a le droit de vivre dignement, même s'il se retrouve dans une situation de privation de liberté. Être en prison, cela ne voudrait pas dire que vous devenez un animal. Et vous savez, aujourd'hui, depuis le 30 juin 1960, aucun ministre de la Justice ne s'est permis, ne serait-ce qu'apporter une petite réforme pratique dans le sens de construire ne serait-ce qu'une petite prison. Aucun. Alors, des prisons qu'il construit, qui vaut des millions, on lui acquise aujourd'hui. Non, mais allez comparer la prison que veut ériger les ministres d'État Constant Moutamba à Kisangani, comparablement à la prison centrale de Paris. Revenons sur la prison. Et en termes d'édifices, revenons sur et en termes de coûts.
Revenons sur le dossier prison de Kisangani. Mais pourquoi on l'accuse tant? Parce que Moutamba dérange. Il dérange qui? Parce qu'il a détourné. Il dérange les mafieux. Moutamba dérange les ennemis du Congo. On ne peut même pas parler du détournement dans ce dossier. On détourne quoi? Parce qu'ici, il faudrait parler du détournement des deniers publics. Est-ce les deniers publics dont on parle ont été détournés? L'argent est là ou pas? Non, ce n'est pas le fait de comprendre. Non, ce n'est pas le fait que l'argent est là ou pas. Mais l'intention qui a conduit à ce que comment vous pouvez... la démarche, la passation de marché, tout ce qu'il y a eu, le procureur l'a étalé. Non. Comment vous pouvez reprocher quelqu'un sur le plan de l'intention, alors que celui-là a pris le soin, d'abord, de présenter le projet dans le cadre idéal que je considère comme les laboratoires de prise des décisions. Le Conseil des ministres? Tous les projets à exécuter dans le temps. Le Conseil des ministres, vous l'avez dit. Comment on peut reprocher à quelqu'un du point de vue intentionnel qui a présenté le projet auprès de la première ministre pour valider, observer et amender? Comment vous pouvez reprocher les intentions de quelqu'un qui a respecté les règles de passation de marché public dans notre pays? Parce que nous avons deux modes. Si ce n'est pas le gré à gré, eh ben, c'est l'appel d'offres. Alors le gré à gré qu'il a obtenu, ce n'est pas au-delà de la loi. Il a bien respecté la loi. Et donc, vous ne pouvez pas autant l'accuser du point de vue intentionnel. Et puis de deux, je l'ai dit, les deniers publics n'ont pas été détournés parce que l'argent est là dans un compte. Je suis très content parce que même dans le réquisitoire du ministère public qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale pour solliciter une autorisation de poursuite contre le ministre Constant Moutamba, nulle part le procureur rassure à l'Assemblée nationale qu'il s'agit d'une somme de l'argent du peuple qui a été détourné, de l'argent du peuple qu'on ne retrouve pas. Vous savez que dans ce pays, nous avions connu un dossier. Je prends le cas de dossier de 100 jours. 56 millions de dollars du peuple. Introuvable, mais le voleur n'a jamais été identifié. Dans ce pays, nous avions connu le cas d'un DJ qui venait de l'Europe, il vient, il coordonne la gestion de la francophonie, il part avec un détournement de 33 millions de dollars. Le voleur est introuvable, l'argent du peuple disparu. Chile Djelou, 145 territoires, affaire forage lampadaire. Il n'y a pas de voleur, mais l'argent du peuple porté disparu. Mais on parle de quoi? L'argent que Moutamba voudrait ériger la prison à Kisangani, cet argent-là est là. Donc c'est pour autant qu'on doit pardonner à Moutamba parce qu'il y a des cas similaires à ça. Non, mais on ne peut pas parler du détournement alors que l'argent du peuple n'a jamais été détourné. Vous savez, le dossier de Covid-19, l'ancien ministre de la Santé, il est en pleine liberté. Hein? Mais c'est seulement l'argent du peuple qui est porté disparu. Affaire EPST avec Tony Mwaba. Ces ministres-là, membres et cadres d'un parti présidentiel bien connu. Mais l'argent du peuple est introuvable. Matata Mponyo, Bukanga Lonzo, on dit que Matata est porté disparu. Plus de 200 millions de dollars du peuple congolais, introuvable. Et même le voleur devient introuvable. Mais vous ne pouvez pas autant vous acharner à quelqu'un qui n'a pas volé l'argent du peuple. Même le peuple lui-même se demande, mon argent est là ou pas? Est-ce que mon argent a été volé ou pas? C'est de l'acharnement, d'après vous? Mais bien sûr, c'est de l'acharnement politique. On s'acharne à Moutamba parce que Moutamba a administré une thérapie de choc. Mais il a contre ceux-là qui constituaient effectivement le problème dans les secteurs de la justice de notre pays. Dans le magistrat. Dérange. Mais parmi lesquels il y a même des politiques aussi. Pourquoi seulement Moutamba? Pourquoi on veut éliminer ces jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le gouvernement, vous pouvez me citer un ministre dans le gouvernement qui a apporté autant de réformes, qui a posé autant d'actions, qui au moins rassure
la confiance du peuple si ce n'est pas Moutamba? Mais pourquoi on ne sent pas la solidarité gouvernementale autour de Moutamba? Parce que cette question, à en croire vos propos, c'est une question qui est manœuvrée politiquement. On ne sent pas l'implication, parce qu'il a fait 2 à 3 conseils des ministres qui n'a pas participé. On ne sent pas l'implication de la première ministre, on ne sent pas l'implication de ses collègues ministres derrière ces dossiers, parce que vous l'innocentez. Pourquoi il n'y a pas cette cohésion, cette solidarité gouvernementale autour de Moutamba? Il n'y a pas de solidarité simplement parce que Moutamba est comme un homme qui vient dans une fête, un homme avec des cheveux longs, mais qui vient s'introduire dans une fête où tout le monde est chauve. Ça veut dire? Personne n'a pas de cheveux. Ça veut dire qu'il est l'ennemi de tout le monde au gouvernement. Tout le monde, au moins, braquera ses yeux sur celui qui vient avec beaucoup de cheveux dans une fête. Des têtes vides, des têtes sans cheveux, de chauves. En réalité, il serait perçu comme une véritable cible. Voilà pourquoi il n'y a pas de solidarité. Mais la plus grande solidarité que Moutamba bénéficie, c'est la solidarité du peuple. De ces fanatiques non, mais le peuple, à chaque interpellation au parquet. Non, mais il s'agit d'un peuple conscient de la situation. Mon argent qui n'a pas été volé, mais on veut arrêter quelqu'un qui n'a pas volé l'argent du peuple. Alors, le peuple se décide de soutenir le ministre de la Justice. Mais qu'il a le droit de faire tout ça? C'est le populisme dont on lui reproche. Non, mais, il ne peut pas s'amener auprès du procureur comme ça. Pensez-vous que si on arrête... c'est pour intimider qui? Non, ça c'est une manière de sous-estimer la capacité d'un jeune. Si on arrête aujourd'hui Martin Fayulu, pensez-vous que le militant de l'SID et plusieurs Congolais ne l'accompagneront pas? Et parce que ce serait Fayulu, cela serait normal. Parce que Martin Fayulu est un acteur politique majeur. Mais on a interpellé Matata Pogno, on ne l'a pas vu avec ses militants. Non, mais il faut avoir le militant. Matata l'a pas? Non, mais il faut d'abord avoir le militant. Et de deux, même si vous avez des militants, il faut que le militant, vos propres militants soient convaincus que vous n'êtes pas un voleur pour qu'ils vous accompagnent. Tu as tout dit. Manik Seyinda, est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer un apaisement de la situation judiciaire en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des coups bas qui se font? Comment sortir de cette situation? Moi, ça semble aussi dépasser l'entendement du chef de l'État. Le chef de l'État, à ce stade, c'est lui qui devient le seul qui pourra arrêter cette hémorragie d'acharnement contre les ministres de la Justice dans son statut des garants de bon fonctionnement des institutions de la République. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin des ministres courageux comme Moutamba. Mais le chef de l'État ne se mêle pas sur le dossier de la justice quand même. Hein. Il laisse la justice faire son travail comme autant lui le fait en politique. Non, mais le chef de l'État s'est mêlé sur le dossier de Nicolas Kazadi. C'était un avis qu'il a donné. Mais il peut aussi donner un avis sur le sujet des... Vous n'allez pas l'inciter à donner un avis quand les choses sont aussi claires. Pas, je le souhaite. Autant qu'il a fait pour le dossier de Vital Kamerhe, il peut le faire aussi pour le dossier d'un innocent ministre victime d'un complot et acharnement politique. Il n'est pas encore que Moutamba, c'est le choix du président de la République. Ah, c'est le choix du président de la République? Mais bien sûr que oui. Moutamba n'est pas du ressort de l'UDPS, vous avez oublié. Il n'est pas du ressort de l'union sacrée de la nation. Donc c'est pour autant il faut gober ses bêtises. Non, mais Moutamba, c'est un choix particulier. Il y a Moutamba, il y a Thérèse Wagner. C'est le choix du président de la République. Et le président ne s'est pas trompé sur ce choix qui, aujourd'hui, reste dans une distinction légendaire par rapport à... On peut s'y tromper. Hein, le chef peut s'y tromper aussi. Non, hein. pas du tout. Peut s'y tromper. Vous savez que dans ce pays, ça fait plus d'une décennie, la République n'avait pas un sceau pour marquer l'officialité des documents de notre pays. Il a fallu qu'un jeune considéré des populistes arrive pour que nous ayons un sceau national pour officialiser l'authenticité de nos documents. Mais il est dans son rôle de ministre, hein, c'est ce qu'il pouvait faire. Mais lui, au moins, l'a fait. Ça ne sort pas de l'ordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi sur la création d'un tribunal pénal, économique et financier, l'œuvre de Constant Moutamba. Ça, ce sont des réformes. C'est son travail. C'est son travail, mais malheureusement, les autres ne travaillent pas. Voilà pourquoi la solidarité dont vous souhaitez ne viendra pas tant qu'il s'agit d'un front entre les incompétents de la République et ceux qui apportent quelque chose au bénéfice du peuple. Alors, aujourd'hui, Constant Moutamba, au cas où il est condamné,
Qu'est-ce qui adviendra s'il faudrait l'imaginer? La condamnation n'a jamais été, ou l'emprisonnement n'a jamais été un certificat de décès pour un acteur politique. Lumumba a été victime d'un complot politique. Il a été arrêté. Étienne Tshisekedi Lumumba a été victime d'un complot politique. Il a été arrêté. Si aujourd'hui on arrête Mutamba sur base d'un complot politique, cela serait simplement un moyen de dresser un tapis royal pour cet homme. Le jugement de Dieu, il y en a aussi. La justice de Dieu, il y en a aussi. Il y en a aussi. Au-delà du tribunal des hommes, il y a le tribunal de l'histoire. Et dans le tribunal de l'histoire, seuls les innocents qui sont acquittés parce que irréprochables devant le peuple. Vous pouvez le condamner, mais dans le tribunal de l'histoire, le nom de Mutamba sera gravé dans le panthéon de l'histoire politique de ces pays. On est en train de façonner un leader. On est en train de créer un leader. Regardez comment la popularité de cet homme est en train d'augmenter le jour parce qu'il devient victime. Nous avions connu Kassavubu. Kassavubu est parti. Mais l'histoire a retenu le nom d'un premier ministre, Patrice Emery Lumumba, un jeune. J'ai suivi un député national du haut de la tribune de l'Assemblée nationale qui se permet de considérer la bravoure, la prouesse de la jeunesse, l'engagement, l'abnégation et l'apport de jeunes. Et lui, ces députés considèrent ces jeunes comme de jeunes pressés. Est-ce aujourd'hui, nous avons besoin d'une vieillesse retardée? Est-ce nous avons besoin d'une vieillesse rétrogradée? Mais non, pas du tout. Mutamba dérange ces vieux-là. Voilà pourquoi on veut le sacrifier à tout prix. Mutamba dérange ces vieux-là, surtout si seulement si Mutamba, le ministre de la Justice, est innocent de tout ce qu'on est en train de lui accuser. Ça serait, comme dit Manexi Yenda, on est en train de façonner un leader qui demain pourra bouger les lignes. Alors, monsieur Manexi Yenda, dans un passé récent, on a vu Martin Fayulu, on revient sur les dossiers. Martin Fayulu est reçu par le chef de l'État par sa propre demande. Ça ne vient pas du chef de l'État. Propre demande de Martin Fayulu, il l'a dit dans son discours de 3 minutes, je veux vous voir. Je reprends son expression. Je veux vous voir. Il a voulu voir le président de la République, le chef de l'État l'a aussi vu. Et au sortir de cette discussion, Martin Fayulu a parlé. Laisse-moi rentrer sur ça. Il a plus insisté sur la démarche qu'entreprend les évêques catholiques. Mais aujourd'hui, si le chef de l'État n'entérine pas cette démarche, que sera Martin Fayulu par rapport à sa posture d'opposant? Vous savez, d'abord, la démarche ou l'approche de Martin Fayulu vers le président de la République s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut de l'opposition politique, dans son article 16.4, qui dit que l'opposition politique doit privilégier un dialogue, un climat de concertation avec le pouvoir lorsqu'on se retrouve dans une situation de différends politiques internes. Mais il n'y a pas un porte-parole d'opposition jusque-là. Non, mais d'abord, non, Martin Fayulu, c'est d'abord un acteur. Ce n'est pas légal. C'est un acteur politique. Il assume la responsabilité de son parti. Et c'est un acteur qui a un ancrage national. Ça, c'est de 1. De 2. Martin Fayulu s'est inscrit dans la logique de l'article 63 de la Constitution, qui nous recommande à nous, le peuple, de barrer la route à toute menace ou agression de l'extérieur. C'est ce qu'il a fait. Il prend la posture de quelqu'un qui veut défendre l'intégrité territoriale de son pays. Martin Fayulu est dans une logique de vouloir rechercher la paix au travers de cette culture d'arbre à palabre que nous avions toujours développée depuis la nuit de temps, le dialogue autour des acteurs pour aplanir nos divergences. Mais ici, je voudrais faire un petit parallélisme entre Martin Fayulu, ses approches, son agenda politique, et Joseph Kabila, ses approches et son agenda politique. Parce qu'aujourd'hui, face à Tshisekedi, il y a 2 blocs d'opposition. L'opposition militaire, diligentée par son chef de file, Joseph Kabila, et l'opposition non militaire, une opposition républicaine,
avec Martin Fayulu comme autorité archétypale de par son ancrage et un leadership national qu'il incarne. Est-ce qu'il représente quelque chose aujourd'hui Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais seulement, il faudrait dire que l'assurance aux vies politiques de Martin Fayulu dépend de Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi sort à la grande porte, c'est-à-dire si Tshisekedi organise les élections en 2028, oui. Il est fort probable que Martin Fayulu soit élu. Encore qu'aujourd'hui, Fayulu est une victime qui s'est mise au milieu d'un voleur de son pouvoir et d'un receleur de son pouvoir. Alors, lui choisit le moindre mal, les receleurs, et il s'allie avec les receleurs pour attaquer le voleur de pouvoir qui est Joseph Kabila. Et donc, aujourd'hui, le peuple a tout intérêt d'orienter sa confiance vers la victime d'un hold-up électoral, Martin Fayulu. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est sous l'angle sociologique. Aujourd'hui, il y a un antagonisme violent entre le Swahiliphone en général. J'ai même suivi un communiqué d'un groupe de Katangais qui s'adresse au président de la République, c'est-à-dire au front de Kasaïa. Il y a ces fronts-là, des Swahiliphones et les Kasaïens. Aujourd'hui, pour le Swahiliphone, les Kasaïens amènent la brimade, la dictature, les népotismes, le tribalisme, les clanismes. Ça veut dire que si demain, un Swahiliphone remplace le président Tshisekedi, il y aura une forme de vengeance privée, des règlements de compte. Et les Kasaïens sont bien conscients de cela. D'où, pour le président de la République, les saluts après son pouvoir seraient d'avoir quelqu'un qui serait du ressort d'un regroupement sociologique autre que le Swahiliphone et les Kasaïens. Et donc, quelqu'un du ressort de Bandundu mettrait quand même de l'équilibre et de l'apaisement social. Voilà pourquoi devant Tshisekedi, il y a deux profils qui se présentent comme dauphins pour créer de l'équilibre. Jean-Pierre Bemba et Jean-Pierre Bemba du ressort de l'Équateur. Deux, Martin Fayulu. Maintenant, entre Bemba et Fayulu, la carte va se jouer sur la crédibilité nationale. Bemba, pour Tshisekedi, est aussi important. Déjà, il répond aux critères sociologiques, critères de l'équilibre. Et puis, de deux, Bemba a un front direct contre les ennemis de Tshisekedi, c'est-à-dire les kabylistes. Et surtout avec la crise d'aujourd'hui et sa nature, la crise militaire, il faudrait pour, je le souhaite, celui qui va remplacer Tshisekedi ait un esprit militaire comme Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est un fait. Mais de l'autre côté aussi, Martin Fayulu bénéficie du critère sociologique du ressort Bandundu, critère de l'équilibre et d'apaisement social après Tshisekedi. Mais aussi, Martin Fayulu est le fils adoptif d'élu de PES. Fayulu et Tshisekedi ont bénéficié de la même éducation politique des Sphinx Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc le sang de l'UDPS coule dans ses veines. Exactement. Dans un contexte électoral, l'UDPS peut porter la candidature de Fayulu comme le fils adoptif. Ouais. Et ça passera. Et donc, les deux ont plus de possibilités de gagner les terrains après le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Fayulu prend son approche et Bemba aussi à son tour prend son approche. Alors, je termine mon analyse sur l'approche de Joseph Kabila. Allez-y. Pour Joseph Kabila, Kabila sait, et il est bien conscient, que si Tshisekedi organise les élections en 2028, Kabila serait le premier perdant. Déjà, que Kabila sait qu'il est possible que Tshisekedi fasse ce que lui a fait en 2018. C'est-à-dire donner le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. Kabila a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi quelques années après. Il a dit au peuple que Tshisekedi n'avait pas été élu. Tshisekedi peut le faire aussi dans le contexte électoral de 2028. D'où la crainte de Joseph Kabila. Alors, pour ça, Joseph Kabila ne joue que sur 3 cartes. La première, c'est le coup d'État pour faire partir Félix Tshisekedi avant l'échéance électorale de 2028. Ce qui justifie son alliance avec le M23, avec le Rwanda et l'AFC de Corneille Nangaa. 2. Pour Joseph Kabila, il faut que la rébellion arrive jusqu'à Kinshasa pour organiser une transition, mais qui sera une transition sans Tshisekedi. Sans Tshisekedi. La troisième et la dernière carte pour Joseph Kabila, au cas où
où Tshisekedi sort à la grande porte, c'est-à-dire en 2028, mais pourvu que les élections ne soient pas organisées par la CENI de Tshisekedi. Voilà pourquoi Kabila, lui aussi, souhaite que les prélats de l'Église catholique soient comme médiateurs dans ces conflits qui les divisent avec le pouvoir de Tshisekedi. Donc, c'est cela le décor, le paysage politique qui s'installe en ce moment. Mais je peux vous rassurer, entre Tshisekedi et Kabila, la finalité, l'un sera gagnant dans cette bataille et l'autre sera impérativement perdant. Et le perdant, qu'est-ce qu'il fera après? Les perdants, c'est à lui de choisir. Encore qu'il faudrait que le peuple lui accorde une miséricorde nationale. Si c'est Tshisekedi qui sera perdant, il est tout à fait normal que Tshisekedi sera simplement un ancien président de la République. Sénateur à vie. Sénateur à vie. Et si ça sera... Et si ça serait Joseph Kabila, c'est lui qui viendra remplacer le président Tshisekedi, va devoir rendre le compte ou régler la question des responsabilités des massacres, carnages et tueries du peuple congolais pendant la rébellion sous l'égide de Joseph Kabila. Voilà comment la politique parle. Vous devez suivre Actualité Croisée, là où la politique rime avec le sens de verbe. Monsieur Manik Siyenda, nous, ça nous fait du bien de vous entendre parler politique de cette manière parce que vous portez la passion du Congo en vous. 2028, c'est dans quelques années. Ouais. Les terrains politiques se dessinent déjà. Je suis votre analyse. Des acteurs se pointent. Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi n'a pas l'intention de violer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce qu'il doit quand même respecter la charte de son parti politique et aussi de la Constitution. Exactement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Tshisekedi va léguer à ses successeurs? Un pays uni. Malgré la guerre? Mais effectivement, avant la fin du mandat du président de la République, il doit récupérer Goma, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Comme aujourd'hui, Kabila réclame qu'il l'avait légué à un pays uni. Non, Kabila n'avait pas légué un pays uni. Il l'a dit et pourtant. Kabila, s'il a légué un pays uni, c'était une forme d'unité des semblants. Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité d'un pays alors que le même pays a été hautement infiltré par les éléments extérieurs. Le Rwandais dans tout le service du pays. On ne peut pas parler de l'unité là où il y a l'infiltration. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi, par contre, est en train de faire une politique de toilettage, d'abord dans l'armée, dans le service de renseignement, dans les services publics de l'État, pour dégager tous les intrus. Ça, c'est une autre forme de bataille au niveau interne. Mais au-delà de cela, Tshisekedi doit récupérer. Il doit récupérer tous les territoires occupés. Voilà pourquoi aujourd'hui Tshisekedi s'appuie sur le levier diplomatique. Vous savez, lorsque vous regardez Tshisekedi d'une part et Paul Kagame de l'autre part, vous allez vous rendre compte que les deux acteurs, l'un a une qualité que l'autre n'a pas. L'un a un défaut que l'autre n'a pas. La qualité de Paul Kagame, c'est sur le plan armé. Kagame a une expérience avancée de la rébellion, des coups d'État. Parce que le pouvoir de Paul Kagame a comme source d'origine le coup d'État. Mais de l'autre côté, la force de Tshisekedi, par contre, c'est la diplomatie. Comprenez donc, la faiblesse de Félix Tshisekedi, c'est sur le plan armé. La faiblesse de Paul Kagame, c'est sur le plan diplomatique. Mais ce qui est beaucoup plus important, Tshisekedi a réussi à tirer Kagame vers son terrain diplomatique. Voilà pourquoi, sur le plan diplomatique, Tshisekedi a marqué beaucoup de points. Oui. Le premier point, au début du conflit, le Rwanda prenait la position d'un État qui ne s'intéresse pas aux affaires du Congo. Kagame disait, le problème du Congo, c'est un problème congolo-congolais. Mais lorsqu'il y a eu le processus de Luanda, le Rwanda a accepté de prendre part comme partie prenante. Ça veut dire partie au conflit. C'était le premier piège que le président Tshisekedi l'avait tendu. Et que par la suite, Tshisekedi a réussi à transformer le narratif
et de la communauté internationale et de l'Union africaine, autant pour les structures régionales. Aujourd'hui, vous savez pourquoi le Rwanda a quitté l'EAC? C'est sous la pression diplomatique de la RDC. Vous savez pourquoi le Rwanda a coupé ses relations diplomatiques avec la Belgique? C'est sous la pression diplomatique de la RDC. Vous savez pourquoi le Conseil de sécurité a pondu toute une résolution, la résolution 2773, contre le Rwanda? C'est parce que la diplomatie de la RDC est tellement dynamique. Vous savez pourquoi l'Union européenne a frappé, a sanctionné certains officiels et certaines entreprises rwandaises? C'est parce que la diplomatie de la RDC est une diplomatie pointue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, je voudrais encourager les autorités congolaises à rester intransigeantes eu égard à la tenue de l'organisation de prochaines activités de la francophonie à Kigali. La RDC à ce jour pose comme condition la délocalisation de l'activité. Si l'activité se tient à Kigali, eh ben, je demanderai aux autorités congolaises de quitter la francophonie. Vous imaginez la conséquence d'un pays majoritairement francophone comme la RDC qui quitte l'organisation? Vous imaginez ce que ça peut créer en termes d'impact au sein de l'organisation? Et donc, sur le plan diplomatique, la RDC est dans une bonne posture. Mais seulement une paix obtenue par la voie diplomatique, c'est une paix temporaire. Mais une paix obtenue par la victoire de l'armée, c'est cela une paix durable. Pendant que nous gagnons le temps sur le plan diplomatique, organisons l'armée. Dotez à l'armée d'un dispositif matériel capable. Dotez à l'armée un budget conséquent et sérieux. Mettez les soldats. Je salue l'action de la première ministre à avoir doublé le solde de nos soldats, mais il faut en faire encore un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Rwanda. Demain, ça sera peut-être l'Angola. Ça sera peut-être l'Ouganda, le Congo d'en face. Et comment la RDC va se tenir lors de prochaines crises sécuritaires? Et donc, aujourd'hui, nous devons être conséquents, mais je salue quand même le courage, la détermination du président de la République qui est dans une bonne position. Et c'est dans ce cadre-là que le président Tshisekedi va hériter un pays complet, non pas entre les mains de Rwandais, mais entre les mains de la jeunesse congolaise. Et l'une des alternatives, peut-être pour départager les deux profils que je venais de citer tout à l'heure, Martin Fayulu et Jean-Pierre Bemba, Constant Mutamba se présente comme le profil révélateur. Si Bemba badine, si Martin Fayulu prend à la légère les dimensions politiques et étatiques du conflit, eh ben, c'est lui qui va les départager. Peut-être, ça sera Constant Mutamba, avec la floraison de sa popularité et son ancrage qui augmente le jour le jour. La jeunesse politique congolaise qui monte en flèche. Vous avez entendu Manik Siyenda dans ses analyses, dans ses réflexions, toujours pour les questions de l'État. Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Constant Mutamba, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Les acteurs qui bougent, les questions politiques en République démocratique du Congo. Est-ce ma question? L'avenir de la RDC dépend de vous? La réponse, peut-être dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à M. Manik Siyenda de nous avoir accordé la voix de passer cette très belle émission. En tout cas, nous remercions toute l'équipe technique qui était derrière les machines. On se retrouve dans un prochain numéro, toujours avec la même ferveur de vous apporter la meilleure de l'information dans vos salons. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.